Geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen des Forums Biodiversität Schweiz, der Akademie der Naturwissenschaften, begrüße ich Sie ganz herzlich zur SWIFCOP in diesem Jahr. Ich glaube, wir haben ein brandaktuelles Thema, Biodiversität erhalten in Krisenzeiten. Ich bin Daniela Pauli, ich leite das Forum Biodiversität Schweiz bei der Akademie. Eigentlich müsste jetzt hier Florian Altermatt stehen, unser Präsident. Er ist gestern krank geworden, lässt sich entschuldigen. Also mache ich die Begrüßung heute Morgen. Wir sind in Zeiten von multiplen Krisen. Es hat angefangen mit der Finanzkrise 2008, gefolgt von der Schuldenkrise. Es gibt erzwungene Migration. Wir haben im Gesundheitsbereich Krisen, Antibiotikaresistenzen, Pandemie. Wir haben Engpässe bei der Energieversorgung, Ernährungskrise, alles noch verschärft durch den Krieg in der Ukraine. Wir haben aber die langfristigen Herausforderungen im Umweltbereich auch, Klima, Biodiversität, die werden jetzt überlagert von diesen eher hoffentlich kurzfristigeren Krisen. Und dann kommen noch Naturkatastrophen hinzu, wie jetzt das Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Solche Krisen, die verändern die Wahrnehmung von Umweltrisiken. Natur und Landschaft, Sorgen um Natur und Landschaft, die rutschen dann in der Prioritätenliste nach unten. Und der Tagesanzeiger hat dann im Juni schon getitelt, wegen der Ukraine-Krise, Schweizer Umweltschutz plötzlich unwichtig. Und das ist die Herausforderung, der wir uns gegenüberstehen. Und wenn man jetzt die letzten politischen Entscheidungen anschaut, wir werden dann von Adèle Torrens noch mehr hören, dann hat man schon das Gefühl, der Natur- und Landschaftsschutz ist unter Druck, wie eigentlich nie zuvor. Und was das für Konsequenzen hat für Arten, für Lebensräume, für funktionierende Ökosysteme, das ist schwer abschätzbar. Wenn man nun beobachtet, wie man mit diesen Krisen umgeht, dann kommen einem schon einige Gedanken. Und wir haben diese Gedanken in Thesen umformuliert für diese Tagung. Diese Thesen werden immer wieder einmal aufscheinen und am Schluss der Tagung auch wieder aufgenommen. Erstens, in der Krise schaut jeder für sich selbst. Zweitens, Krisen werden gebraucht und manchmal auch missbraucht, um Unliebsames zu entfernen und eigene Interessen zu fördern. Drittens, aus der Krise geht als Gewinner hervor, wer Chancen sieht, Chancen schafft und diese nutzt. Viertens, die Biodiversität gewinnt dann, wenn sie sich als Chance für andere positioniert und einbringt. Fünftens, dies erfordert neue Denkansätze, auch bei uns, bei der Biodiversitätscommunity selber. Und sechstens, eine Transformation zur Nachhaltigkeit kann nur gelingen mit einer hohen Biodiversität. Wir haben uns dann 3 Ziele gesetzt für diese Tagung. Wir wollen erstens Krisen verstehen. Was sind die Ursachen? Wie werden Krisen wahrgenommen und wie werden sie bewirtschaftet? Einige Krisen wollen wir auch auf den Prüfstand stellen. Sind das Krisen? Sind das wirklich große Krisen? Wir wollen auch erfahren, wie verschiedene Sektoren mit den aktuellen Krisen umgehen, wie sie darauf reagieren und welche Gedanken sie sich dabei machen über Natur, Landschaft und Biodiversität. Und das ist auch damit verbunden, dass wir diese Sektoren uns alle auch anregen wollen, uns mit den Kernanliegen gegenseitig auseinanderzusetzen. Und das dritte Ziel, wir wollen Wege kennenlernen, wie wir Krisen als Chancen nutzen könnten, um beim transformativen Wandel einen Schritt weiterzukommen. Entsprechend ist das Programm gestaltet. Im ersten Block am Vormittag wollen wir Krisen verstehen mit 3 Inputreferaten aus Politik und aus Wissenschaft. Nach der Kaffeepause schauen wir dann den Umgang mit Krisen in verschiedenen Sektoren an. Und wir haben 2 gewählt, das ist Landwirtschaft und Ernährung als Bereich und nach dem Mittagessen einen zweiten Bereich, nämlich die Energie. Und im dritten Block geht es dann darum zu schauen, wo könnten wir allenfalls die Krisen als Chancen auch für die Biodiversität nutzen. Um 17 Uhr möchten wir Sie alle ins Wochenende entlassen. Wir haben wie jedes Jahr ein Organisationskomitee zusammengestellt. Das war dieses Jahr Matthias Bürgi von der WSL, den Sie gleich auch hören werden, Markus Fischer von der Universität Bern,
Simon Egger als Vertreter der Kantone vom Kanton Aargau, Hans Romang, Abteilungsleiter Biodiversität und Landschaft vom BAFU, Samuel Vogel vom Bundesamt für Landwirtschaft und Peter Lehmann von 2030 etc., der uns heute durch die Tagung führen wird. Wir sind finanziell unterstützt durch die beiden Bundesämter BAFU und BLW. Merci de m'avoir invité pour ouvrir cette journée de travail sur un thème très actuel qui me préoccupe énormément comme vous toutes et vous tous. Je vais vous donner un petit aperçu de l'actualité politique. Ça va pas être très enthousiasmant. Je suis un peu désolée d'ouvrir cette journée sur ce genre de tonalité. Mais en ce moment, c'est très difficile pour la biodiversité au niveau de la politique fédérale. Mais je pense que c'est important qu'on en soit toutes et tous conscients et puis qu'on essaie justement à trouver ensemble des solutions pour que ça soit moins difficile. Alors le contexte, effectivement, en ce moment, il est très mauvais pour discuter de biodiversité à Berne et je pense en général. Il y a la guerre en Ukraine, il y a cette menace de pénurie d'énergie dont on parle un petit peu moins maintenant, mais pendant, je dirais, les 6 derniers mois, ça a été vraiment très important au niveau, je dirais, de l'ambiance de travail politique à Berne. Il y a eu beaucoup de critiques sur les insuffisances de la stratégie énergétique 2050, donc le fait qu'on n'avait pas, la stratégie n'avait pas tenu ses promesses, et donc quand on est dans une situation d'échec, c'est un narratif qu'on entend beaucoup à Berne en matière énergétique. Et puis, ce qui est encore plus mauvais, c'est l'approche des élections. Quand on fait de la politique, on sait qu'une législature, c'est 4 ans, on travaille pendant 3 ans, puis la dernière année, c'est la catastrophe. Tout le monde pense à la campagne, on n'arrive plus à travailler ensemble et les fronts se durcissent. Et ça, on le sent maintenant très fort à Berne. Et c'est difficile aussi parce que l'écologie est devenu un enjeu structurel, donc qui est important pour chaque élection. Et le fait qu'il y ait eu une vague verte aux dernières élections, ça rend les autres partis très nerveux, évidemment, pour l'élection qui arrive. Et c'est une thématique qui génère des fortes tensions. Le problème qu'on a aujourd'hui, je dirais, tu parlais de narratif, c'est vraiment là-dedans qu'on est. Dans les principaux narratifs qu'on entend maintenant à Berne, la biodiversité, elle est perçue comme un frein à la mise en œuvre de la stratégie énergétique. Et c'est comme si c'était le principal frein, alors qu'il y en a évidemment beaucoup d'autres et des bien plus problématiques comme le manque de financement, par exemple. Mais il y a vraiment aujourd'hui un narratif qui désigne la biodiversité et la nature, le paysage aussi, comme étant les principaux obstacles à la stratégie énergétique. Et puis, un autre point très problématique de ce narratif, c'est le fait qu'il y a maintenant 2 écologies qui sont un petit peu désignées dans le discours politique. Une écologie positive, moderne, innovante, qui consiste à développer rapidement les énergies renouvelables. Et puis une perspective d'écologie qui est négativement connotée, qui est présentée comme conservatrice au sens de contre le progrès, extrémiste, irréaliste, punitive et qui veut bloquer le développement des énergies renouvelables. Et ça, c'est évidemment un très mauvais framing pour travailler dans une perspective, je dirais, d'écologie globale. Le problème, c'est que le thème de la biodiversité, il est actuellement dans le discours politique très clairement identifié à la 2e perspective négative et donc attribué dans une perspective électoraliste en particulier aux partis verts, mais aussi évidemment aux ONG et à tous ceux qui défendent la biodiversité. Alors, ça explique un peu les très mauvais résultats dont je vais malheureusement vous faire part maintenant. On a eu pendant tous ces derniers mois un travail intensif sur la révision de la loi sur l'énergie et la loi sur l'approvisionnement en électricité. On appelle tout ça le Mantel-Erlass. Je sais pas, en français, ça veut rien dire. Donc, je vais utiliser, comme tous mes collègues francophones, le mot allemand pour décrire ce processus conjoint de révision de 2 bases légales. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans cette révision actuellement? Donc elle a été traitée au Conseil des États, maintenant elle passe au Conseil national. Il y a une hausse très
élevés des objectifs de développement des énergies renouvelables, ce qui en soi est tout à fait favorable. D'ailleurs, c'est le résultat d'un travail que j'ai mené moi-même en commission avec un collègue bourgeois, Damien Muller, de l'EPLR de Lucerne, qui est aussi très intéressé au développement des énergies renouvelables. Donc, lui et moi, on a réussi à augmenter assez massivement l'objectif de développement des énergies renouvelables, ce qui en soi est une bonne chose. Après, le diable se cache dans les détails, c'est comment on atteint ces objectifs, et c'est là où c'est devenu moins positif. D'abord, il y a une hausse des objectifs pour l'hydraulique aussi, ce que nous ne souhaitions évidemment pas parce qu'on a déjà exploité très largement le potentiel de l'hydraulique dans notre pays. On a aussi mis un objectif plafond pour les importations en hiver et une exigence aussi pour vraiment la production hivernale de développement des énergies renouvelables. Le problème, c'est qu'il y a un focus très clair sur les centrales hydroélectriques au détriment d'autres sources d'énergie. Et il y a vraiment une volonté dans la commission. Il faut aussi vous imaginer que c'est une commission du Conseil des États avec des représentants des petits cantons de montagne. Quand on est au Conseil des États, on défend aussi beaucoup son canton. Et c'est clair que dans l'hydraulique, il y a beaucoup d'intérêt des cantons. Donc, tu parlais tout à l'heure des questions de groupe d'intérêt. Si vous êtes aux États, c'est les cantons qui sont à la manœuvre et les cantons ont évidemment beaucoup plus d'intérêt dans l'hydraulique, surtout les cantons de montagne, que dans le solaire sur les bâtiments. Vous pouvez bien l'imaginer. Donc, c'est une des explications de cette situation. On mise énormément sur l'hydraulique. Et puis, il y a malheureusement peu de mesures pour les économies d'énergie. C'est un thème qui a été très peu traité pendant les travaux de commission et les quelques propositions qui ont été faites ont eu très peu de succès. Ce qu'il y a de très dur dans ce processus, c'est qu'en fait, on a supprimé un compromis qu'on avait réussi à faire dans le cadre de la stratégie énergétique. Donc moi, j'ai aussi participé, parce que ça fait longtemps que je suis au Conseil national, avant d'être au Conseil des États. Donc, j'avais participé à la stratégie énergétique 2050, la première version. Et là, on avait vraiment essayé d'avoir un compromis entre intérêt énergétique et intérêt de la nature. Et ce compromis, maintenant, il est vraiment sérieusement remis en question, avec notamment, et c'est peut-être le geste le plus fort en défaveur de la biodiversité qui a été fait par le Conseil des États dans le cadre du Montelerlas, c'est la fin de l'interdiction de construire des installations d'énergie renouvelable dans les biotopes d'importance nationale. Vous êtes tous très compétents dans la salle, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça signifie. Ces biotopes d'importance nationale, c'est vraiment des lieux extrêmement précieux et rares. Et ça, c'est un geste, je dirais, d'attaque contre la biodiversité qui est vraiment brutal. Il y a aussi, pour ce qui est des centrales à pompage de turbinage, une décision négative. Donc, pour ces centrales qui sont dans les inventaires, on va avoir la possibilité de déroger à la conservation intégrale sans mesure de protection et de compensation. C'était là aussi des situations de compromis où on disait on peut porter atteinte, mais alors il faut compenser. Là, de nouveau, ce sera plus le cas d'après le texte dans son état actuel. Et l'intérêt national va primer sur les intérêts contraires, y compris d'importance cantonale, régionale ou locale. Ensuite, il y a beaucoup d'argent qui va être injecté dans ces centrales hydroélectriques de pompage turbinage, création ou agrandissement. Donc, vous voyez que les chiffres, c'est 60% des coûts d'investissement, c'est énorme. Ça veut dire que ça va évidemment favoriser beaucoup l'essor de ce type d'installation, parce que tout d'un coup, ça devient extrêmement avantageux d'investir là-dedans. Il y a aussi une mesure qui est très contestable, mais qui fait partie de cet état d'esprit de se dire qu'on est dans une situation d'urgence et donc tout est permis jusqu'à ce qu'on ait réglé cette situation d'urgence. L'idée que c'est plus nécessaire qu'un projet présente la taille ou l'importance requise pour être reconnu d'intérêt national tant que les objectifs de développement de production d'électricité issue d'énergie renouvelable ne sont pas atteints. Donc là aussi, c'est des conditions, je dirais, d'exception qui ont été accordées dans le cadre d'une situation d'urgence. Et puis, quand l'intérêt national est reconnu, des procédures concentrées et abrégées peuvent être mises en place. Ça, c'est un petit peu moins choquant parce qu'il y avait de toute façon un projet prévu allant dans ce sens de la part du Conseil fédéral, mais ça a quand même été déjà intégré dans le Montelerlas.
Pour relativiser un petit peu ce tableau très noir, il y a quand même d'autres mesures qui sont favorables, qui ont été prises dans le Montelerlas. C'est favoriser le solaire en zone agricole, favoriser le solaire sur les infrastructures fédérales, créer des communautés de consommation ou un prix minimal pour la reprise de l'électricité verte. Donc, il n'y a pas que du mauvais. Dans ce Montelerlas, il y a aussi des mesures qui sont très positives. L'offensive solaire en montagne, vous en avez sûrement entendu parler. Ça, c'est une loi qui a été votée en urgence en septembre. Là aussi, on a des conditions spéciales pour la construction de grandes installations solaires jusqu'à une production annuelle de 2000 gigawattheures. Ces constructions, elles vont être considérées comme relevant d'un intérêt national aussi, et puis l'implantation est imposée par leur destination, donc il n'y a pas d'obligation d'aménager le territoire. Et puis, il n'y a non plus pas d'obligation de conservation intacte si on est dans des inventaires. Il y a des soutiens financiers importants, bien entendu, aussi pour ces installations solaires de montagne, ce qui va favoriser grandement les investissements. Mais, et ça peut-être qu'on ne l'a pas toujours assez dit dans les médias, il y a là une exclusion pour les marais, les sites marécageux et les biotopes d'importance nationale. Donc on ne peut quand même pas les mettre partout. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a pu obtenir. Et puis, il y a aussi des minima de production qui doivent être atteints. On doit consulter le canton et les communes. Et puis là, l'étude d'impact sur l'environnement doit quand même être réalisée et les installations doivent être démantelées lors de la mise hors service. Il faut bien vous dire que c'était un package, cette histoire. Donc, il y a aussi eu des mesures positives dans le contexte de cette offensive solaire, notamment l'obligation d'installer des panneaux solaires sur les grands bâtiments et puis l'obligation d'équiper les surfaces d'infrastructures de la Confédération. Ça, c'est quand même des gains qu'on a pu obtenir dans le paquet. Alors, un petit peu d'espoir pour conclure quand même. Le Montelerlas, tel que je vous l'ai décrit, c'est ce qui a fait le Conseil des États, qui est un conseil très conservateur, avec des très gros intérêts pour l'hydraulique parmi les représentants de la Commission. Et ce paquet, maintenant, il passe au Conseil national. Et là, on a très bon espoir qu'une partie des excès du Conseil des États soit corrigée. C'est d'ailleurs déjà en partie le cas. Il y a eu des premières séances de commission. Et les premiers résultats qu'on a vont plutôt dans le bon sens. Donc, avec un peu de chance, on arrive à obtenir un meilleur résultat et on espère que ça tient jusqu'à la fin du processus. Ensuite, pour ce qui est du solaire alpin, il faut aussi bien vous dire que tous les projets dont on parle dans les médias ne seront pas réalisés parce qu'il y a des gros problèmes. Une fois que vous avez produit l'énergie en quantité massive dans des zones complètement perdues, il faut déplacer cette énergie jusqu'au lieu de consommation. Et sur beaucoup des sites dont on parle aujourd'hui, il n'y a pas de moyens pour déplacer cette énergie et il n'y en aura pas avant des années. Et la loi sur les installations solaires, elle est limitée dans le temps jusqu'à 2025. Donc, probablement que tous les projets dont on parle ne seront pas construits. Ensuite, il y a aussi en ce moment des choses positives qui se passent. Par exemple, la table ronde autour des grands projets hydrauliques, dont la liste des projets a été inscrite dans le Montelerlas. Ça, c'est des démarches qui pourraient à l'avenir être citées en exemple et se multiplier. En tout cas, c'est ce que nous, on souhaite, que les gens travaillent ensemble et cherchent les solutions les moins dommageables pour la biodiversité et pour la nature. On a le contrôle à l'initiative pour la biodiversité qui est sur la table maintenant aux États. Je dois vous dire que ce n'est pas tout facile. C'est pas tout facile aux États. Il y a un contre-projet qui est à saluer, qui a été fait par le Conseil national. Je ne sais pas très bien comment il va ressortir de notre travail en commission, probablement pas amélioré en tout cas, mais j'espère qu'on arrivera à maintenir les principaux gains de ce contre-projet au moins. Et ça va quand même maintenir le débat sur la biodiversité avec, je l'espère, des avancées positives. Et puis, il ne faut pas oublier que les élections, c'est à la fin de l'année, puis après, pendant 3 ans, il n'y a plus d'élections. Donc, j'espère qu'après, une fois que les élections seront derrière, on aura un petit peu moins de pression et puis ce mauvais narratif qui sera un petit peu moins présent. Et puis, last but not least, on a quand même eu une immense victoire avec un accord international enfin sur la biodiversité et cet objectif de 30% de mise sous protection qui a été défini à Montréal à la fin de l'année passée. Et ça va rester et ça va constituer un poids quand même très important sur les débats politiques. On ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Il y a cet objectif et d'une manière ou d'une autre, ça va nous soutenir dans nos efforts politiques pour préserver la biodiversité en Suisse comme dans les autres pays.
Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je me réjouis de discuter de tout ça avec vous et j'espère qu'il y aura plein d'idées qui vont émerger de cette journée pour améliorer la situation des narratifs politiques et puis des débats sur la biodiversité en général. Merci beaucoup. Merci Adèle Torrent-Kumar. Vielen Dank, Peter, für diese freundliche Einführung. Vielen Dank Ihnen, dass ich hier in den folgenden Minuten ein paar Gedanken teilen kann über die Frage, ob Krisen allenfalls eben auch Chancen für die Natur beinhalten. Ich werde das an 2 Beispielen illustrieren, ein wenig ausführen, aber ich möchte mit einer Definition starten, die mir in diesem Zusammenhang recht hilfreich erschienen ist. Sie ist von Hans-Jörg Siegenthaler, einem Schweizer Historiker, der sich intensiv mit Krisen befasst hat, und er hat, ich konzentriere mich jetzt hier auf den fettgedruckten Teil. Er hat gesagt, ich definiere eine Krise als einen historischen Kontext, in dem es weithin an Regelvertrauen fehlt. Also wir wissen nicht genau, nach welchen Regeln denn gegenwärtig die Prozesse ablaufen soll, was gilt, was nicht gilt, was verhandelbar ist, was set in stone ist. Dieses Regelvertrauen, das fehlt, das führt zu einer Verunsicherung und eben zu einem Bedürfnis nach Orientierung. Peter hat das ganz kurz bereits angetönt, und dieses Bild mit diesem hilflosen Blick in der Suche nach Orientierung steht für mich sehr passend für die Stimmung, in der wir manchmal heute doch stehen. Und sie steht auch dafür, dass eben neben den Dauerkrisen, Biodiversitätskrise und Klimakrise, die uns nicht so schnell wieder verlassen werden, jetzt eben noch zusätzliche Themen dazugekommen sind. Also es gibt ein Bedürfnis nach Orientierung, das können wir teilweise vielleicht mit spirituellen Aktivitäten ein bisschen Halt finden oder eben dann auch in der Geschichte. Frage ist, standen wir schon vor ähnlichen Herausforderungen, wie ist man damals damit umgegangen? Und in der Aufgabenstellung hat mir das OK ein Stichwort geliefert, nämlich das Forstgesetz. Das Forstgesetz kommt immer wieder in diesem Zusammenhang, und ich nehme dieses Thema gerne auf und nehme das als erstes Beispiel. Das Forstgesetz ist ja zuerst mal keine Krise, sondern eine Antwort. Aber auf welche Krise denn? Und da gibt es eigentlich unterschiedliche Deutungen, wenn man genau hinschaut, und ich werde das noch erläutern. Das sind es Überschwemmungen, die direkt zum Erlass des Forstgesetzes geführt haben. Und zwar ist es trotzdem spannend, dass eben dieses Forstpolizeigesetz von 1876 sich immer wieder in der Diskussion als Beispiel einer erfolgreichen Umweltgesetzgebung Erwähnung findet. Oftmals wird aber damals dann nicht an die Überschwemmungen gedacht, sondern man sieht es als eine Reaktion auf die Gefahr, dass die Wälder zerstört werden könnten durch zu intensive Nutzung. Wir werden da ein bisschen genauer hinschauen. Nun zur Chronologie der Ereignisse. In den 1830er Jahren bereits gab es eine Serie von verheerenden Überschwemmungen, und in dieser Zeit entstand ein Gedankenmodell, das sagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen Überschwemmungen und dem Zustand der Wälder in den Hochgebirgen. Das hat beispielsweise Lardi genauer untersucht. In dieser Zeit ist dann auch die Forstwirtschaft, die Forstwissenschaft hat sich etabliert, hat sich organisiert. Der Schweizerische Forstverein zum Beispiel wurde genau dann gegründet, und wenig später die ETH, wo man sich dann auch professionell weit ausbilden konnte und nicht mehr nach Deutschland gehen musste, wenn man Förster, Forstingenieur werden wollte. Einer der ersten Forstprofessoren war Elias Landolt, und er hat im Auftrag des Bundesrates 1862 einen Bericht über den Zustand der Hochgebirgswaldungen verfasst, wo er sehr detailliert die Lage schildert, wie die denn auch aussehen würden und welche Erträge sie liefern. Und dann eben wenig später verheerende Überschwemmungen. Das ist die Krise. Über 50 Todesopfer sind zu beklagen, gewaltige Schäden. Die Schweiz steht dort vor einem Problem. Und das folgende Zitat, ich lasse es Sie kurz selbst durchlesen, zeigt die Stimmung dieses Moments sehr schön. Also wir haben diese Katastrophe,
Die Leute sind betroffen, Solidarität ist vorhanden, es ist eine große Bereitschaft da, etwas zu tun, etwas zu bewegen und es gibt eine Lösung, nämlich die Forstwirtschaft. Mit der Einführung der Forstwirtschaft können wir zukünftig ähnliche Katastrophen vermeiden. Das ist das Versprechen, das im Raum steht. Und wenig später führt dann über die Bundesverfassung 1874 dann eben das Bundesgesetz über das Forstpolizei im Hochgebirge. Und in dieser Zusammenhang, also mit dieser Überschwemmungen und dem Erlass des Forstpolizeigesetzes, das war damals sehr präsent und noch 1914 in diesem Zitat des Schweizerischen Forstvereins kommt es sehr deutlich zum Tragen. Das hat den Bann gebrochen. Aus den Trümmern dieser Überschwemmungen ging die Saat hervor, für welche der Boden während eines Jahrhunderts durch die Anstrengung tatkräftiger, unnütziger Männer langsam vorbereitet worden war. Und das ist jetzt spannend. Also es ist nicht einfach out of the blue eine Idee entstanden, sondern das ist eine sorgfältig vorbereitete Idee und gewissermaßen war die Überschwemmungskatastrophe das Window of Opportunity, wo die Forstwirtschaft mit einer Lösung sich präsentieren konnte und Gehör fand. Wichtig ist, zu diesem Zeitpunkt gab es keine akute Holznot mehr. Das ist manchmal ja auch, dass man sagt, das Forstgesetz ist eine Antwort auf die Holznot. Ist es nicht. Zu diesem Zeitpunkt hängt nämlich die Schweiz bereits am fossilen Tropf. Aber ist auch ein bisschen out of. Man hat sich spätestens mit der Eröffnung des Hauensteintunnels 1858 in dem Sinn geöffnet. Und ab dann kommen vermehrt fossile Energieträger, werden eingeführt und der Druck auf den Wald ist nicht mehr vorhanden, im gleichen Maß die Industrialisierung ist nicht mehr auf primär lokale Ressourcen angewiesen. Nun, die Aufgabe der Forstwirtschaft aufgrund dieses Forstgesetzes bestand dann in erster Linie darin, die Ertragskraft der Wälder zu steigern. Und sie hat das gemacht, indem sie eben vorratsreiche Wälder geplant hat und wachsen lassen. Es gibt ja diesen Ausspruch, Holz wächst auf Holz, also je vorratsreicher die Wälder sind, desto höher auch der Holzertrag. Um diesen Holzertrag optimieren zu können, mussten aber sämtliche andere Nutzungen des Waldes, die früher gleichermaßen wichtig waren, verdrängt werden. Dazu gehört beispielsweise die Waldweide, die eben als potenziell waldschädigende Nebennutzungen diskreditiert wurde. Man sagte, Holznutzung ist die Hauptnutzung, alles andere ist eben Nebensache. Nun, das führte dazu, dass erfolgreich ertragsreiche, vorratsreiche Wälder entstanden in den folgenden Jahrzehnten, Jahrhundert. Und diese vorratsreichen Wälder sind generell halt dunkler und durch das, dass sie dunkler sind, sind sie eben nicht mehr lückig, Licht und all diese Dinge. Sie sind tendenziell, würde ich mal sagen, weniger Biodiversität. Biodivers, wir sprechen ja hier nicht von Urwäldern, sondern von vorratsreichen Ertragswäldern. Nun ist das in der ganzen Schweiz umgesetzt worden? Nein, es gibt einen Asterix-Moment in dieser Geschichte. Und zwar gibt es ein von unbeugsamen Walsern bevölkertes Tal und dieses Tal ist das Avers. Und wenn wir nun ins Avers gehen und dort, bevor wir ins Obertal gehen, rechts ins Madris, hinten ist der Kröterwald. Und wenn Sie dieses Bild anschauen, sehen Sie einen sehr lichten, lückigen, lockeren Waldbestand. Und dieser Kröterwald, den haben wir in den letzten Jahren ein bisschen genauer untersucht, beispielsweise mit diesem Fotovergleich. Sie sehen links und rechts, irgendwie tut der Laser nicht so ganz, links und rechts dieses mittleren Hangbereichs, dichter gewordene Wälder, weil eben die Waldweide aufgegeben ist, aber dieser Mittelteil nicht. Und nun ist das seitens Forstwirtschaft schon lange beklagt worden, schon 1932 beispielsweise im Waldwirtschaftsplan heißt es, der Kröterwald ist eine Waldruine aufgrund von scharfem Weitgang. Und dieser Weitgang, der blieb einigermaßen scharf, das Waldweideverbot wurde in diesem Bereich nie vollständig durchgesetzt. Das ist im Wissen der lokalen Bevölkerung sehr präsent.
So heißt es beispielsweise, ja, schon seit über 100 Jahren spricht man von diesem sterbenden Kröterwald. Wenn etwas über 100 Jahre am Sterben ist, ist das wahrscheinlich recht vital, oder? Das ist nicht so eine tragische Sache. Heute, und das ist ein bisschen ein ökologischer Fun-Fact, gehört der Kröterwald zum TWW-Objekt Ramsar. Eigentlich kein Wunder, weil es ist halt lichte, lückige Bestände, wo eben TWW-Situationen vorherrschen. Also, das Forstpolizeigesetz als Umweltgesetzgebung muss differenziert beurteilt werden, sicher bezüglich, sagen wir, Kohlenstoffspeicherung, Holzproduktion, ein Erfolg bezüglich Biodiversität wahrscheinlich ein bisschen differenziert anzuschauen. Wir kommen zur zweiten Krise, die ich näher anschauen möchte, das ist der Zweite Weltkrieg. Und dort gab es auch einen Lösungsvorschlag für gewisse der Herausforderungen, nämlich die Anbauschlacht und das außerordentliche Meliorationsprogramm 41-47. Auch diese Lösung hat eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte ist der Erste Weltkrieg, der Bevölkerung, Gesellschaft ganz deutlich vor Augen geführt hat, dass die Schweiz stark abhängig ist vom Ausland hinsichtlich Nahrungsmittel, Energie, aber auch übrigen Ressourcen. Und man sagte, das soll uns nicht mehr vorkommen. Die Lösung hier war diese Bewegung der sogenannten Innenkolonisation. Man sagte, die Schweiz kann nicht in Übersee sich Kolonien und entsprechende Ressourcen erschließen, aber wir haben in eigenen Landesgrenzen ja eben Ödländer und damit waren die Feuchtgebiete gemeint und die gilt es restlos wirtschaftlich auszunutzen. Diese Innenkolonisationsbewegung wurde durch Kulturingenieure vorwiegend gepflegt in dieser Zwischenkriegszeit und dann kam eben wiederum ein Window of Opportunity, eine Krise, der Zweite Weltkrieg. Und viele der Meliorationsprojekte, der Drainageprojekte, die in dieser Zeit vorbereitet, geplant worden waren aufgrund von fehlenden Mitteln eben noch nicht realisiert und plötzlich öffneten sich die Bundeskassen, entstanden Subventionen zur Verfügung und viele dieser vorher blockierten Meliorationsprojekte konnten durchgeführt werden. Im Zuge dieser wurden unsere heutigen Fruchtfolgeflächen teilweise natürlich realisiert. Und das hatte diverse Folgen. Es war eine erfolgreiche Schlacht, die da geschlagen worden ist. Beispielsweise wurden 124.000 Hektar Güterzusammenlegungen auf diese Weise finanziert. Es wurden rund 80.000 Hektar Feuchtgebiete trainiert und 13.000 Hektar Wald gerodet, um vermehrt Nahrungsmittel produzieren zu können. Auch diese Geschichte hat einen Asterix-Moment. Nicht überall wurde dieser Plan so vollzogen. Und zwar sind wir hier im Mittelland, in dieser Grenzregion, Kantone Bern, Solothurn im Limpachtal. Und in diesem Limpachtal liegt das Wengimoos und diese Situation möchte ich kurz noch ein bisschen genauer beleuchten. An sich ist das Projekt Melioration Limpachtal ganz klassisch mit dieser verblüffend einfachen Formensprache oder gerade Linien, rechte Winkel. So wurde dieses Projekt vollzogen und entsprechend die Landschaft des Limpachstals sieht so aus. Wenn wir aber dann hinschauen, liegt inmitten dieses Limpachstals das Wengimoos. Und was ist da passiert? Wieso hat das eine andere Entwicklung genommen? Nun, das Wengimoos ist der Perimeter, in dem im ganzen Limpachtal eben die mächtigsten Torfschichten lagen. Bis zu 4-5 Meter dicke Torfschichten hatten sich dort gebildet und Sie sehen auf dieser Siegfriedkarte von 1880 mit diesen Signaturen, Feuchtgebiete, Torfstichsignaturen, die kleinen Turbenhütten, die dort stehen. Das war als Moos eben aber auch als Torfnutzungsgebiet genutzt. Nun war in der Krise des Zweiten Weltkriegs ja nicht nur die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion ein Gebot der Stunde, sondern ebenfalls die Steigerung der Energieversorgung, Sicherstellung der Energieversorgung. Und das waren in dem Sinn wie zwei Sektoralpolitiken, die im Clinch standen, zwei unterschiedliche Bundesämter, die sich da in die Haare gerieten, nämlich die einen waren für die Energieversorgung zuständig, die anderen für die Nahrungsmittelproduktion. Und man einigte sich auf die Ausscheidung eines Torfausbeutungsgebietes, wo zuerst mal diese Torfschichten abgebaut wurden und dann war der Plan in einem zweiten Schritt, das eben in Kulturland überzuführen. In der Folge
bauten bis zu 1000 internierte polnische Soldaten dort rund 40.000 Kubikmeter Torf ab. Das sah dann ungefähr so aus. Und als sie fertig waren, war mehr oder weniger auch der Zweite Weltkrieg fertig. Das hieß, die Mittel für die Ausführung der zweiten Phase dieses Planes fehlten. Und in der Folge verlandeten diese Torftümpel, es stellte sich eine recht artenreiche Flora und Fauna ein. Und das war natürlich nicht geplant. In einer Aussage des Kantonalen Kulturingenieurbüros heißt es dann, das Wengimoos ist ein kulturtechnisches Muttermal. Andere Kreise sahen in diesem Muttermal andere Werte und bald danach begann die Berner ALA mit dem Aufkauf dieser Tümpellandschaft mit Parzellen in diesem Gebiet. Heute sieht es so aus, ist also nicht, wie oftmals auch gehört wird, ein Relikt, wie früher das Limpachtal aussah, sondern das ist die Folge dieser intensiven dieses Torfbaus, darum entstand diese Tümpellandschaft. Was ist es heute? Heute ist es im Inventar der Flachmoore und Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. Heute über 150 Vogelarten sind beobachtet worden im Wengimoos, inklusive dem Kiebitz. In wenigen Dekaden, und das ist quasi eine Feel-Good-Message, konnte so ein kulturtechnisches Muttermal zu einem Biodiversitäts-Hotspot werden. Ich komme zum Fazit. Die beiden Beispiele, denke ich, zeigen, dass in Krisen tendenziell Gehör findet, wer einfache, einleuchtende Lösungen anzubieten hat. Wenn diese einfachen Lösungen flächendeckig umgesetzt werden, dann kommt es zu einer Homogenisierung. Es geht zulasten der Vielfalt der Landschaften, der Lebensräume und damit auch der Arten. Nun, wie eingangs dargestellt worden ist, sind wir in einer Phase der multiplen Krisen. Die Biodiversitätskrise und die Klimakrise sind nicht einfach weg, wenn wir plötzlich noch eine Energiekrise oder all die anderen Herausforderungen haben, sondern die sind überlagert. Umso mehr, denke ich, ist doch einleuchtend, dass Lösungen, die eben ohne Interessensausgleich, ohne räumliche Priorisierung zur Anwendung kommen, eben diese einfachen Lösungen, diese können den multiplen Anforderungen an eine umfassende Nachhaltigkeit, wie sie beispielsweise in den SDGs ja ausgedrückt sind, einfach nicht genügen. Sie sind nicht zukunftsträchtig. Und diese kleinen Beispiele, diese Asterix-Momente zeigen auch etwas anderes, was jetzt auch außerhalb der Krisensituation gilt. Es braucht Platz für ungeplante Entwicklungen, es braucht vielleicht neue Nutzungsformen, es braucht Experimente, es braucht Unordnung, Dynamik, Vielfalt und es braucht vielleicht eben mehr Kröterwälder und Wengimöser, wenn die Natur eine Chance haben soll. Vielen Dank. Danke. Danke vielmals, Matthias Bürgi. Greetings to all. It's a pleasure to be here. I would first like to start by thanking the Swiss Academy for Natural Sciences and the Forum Biodiversity, as well as Daniela Paoli here and Eva Spain, their two lifelong friends and colleagues, for their support and all of their good work. I should say that I feel a bit like a citizen of honor of Switzerland, if you will accept me, having spent quite a few years in Basel a long time ago, studying biodiversity and climate change with Christian Körner and with some of the colleagues here in the room, and it's a pleasure to be back here today. And now on the topic of this meeting, I will argue that in these times of crisis, it is more than ever crucial to conserve biodiversity, that our solutions, many of them are in nature, and we need to do better for nature in order to address all of these other crises. So as instructed by Daniela here, I will set the scene first in terms of biodiversity, of the contributions that it provides to people. I'll talk a little bit about the causes for the trends that we are observing, as well as some of the options for action.
And I will dwell a little bit more about how relevant biodiversity is for two crises, the health and the emergence of pandemics on one hand, and on the other hand, climate change. So off it goes, and I will be taking all of my examples from the work of IPBES. I hope here in Switzerland, I don't have to explain what IPBES is. We often use the parallel sister program, IPCC. IPBES is younger, we are 10 years old, but it's really the same sort of work that IPBES has been doing at the interface between science and policy, where scientists around the world get together and produce reports which summarize the status of knowledge related to biodiversity, come out with some summaries for policymakers that have key statements associated with a confidence term. So we say that something is established but incomplete, for example, if there is not enough evidence or if there is disagreement in the community. So that's the type of work that IPBES has been doing over the past 10 years, and the secretariat is hosted by Germany in Bonn, where I am based. So IPBES has been very active in its first 10 years of existence, and a family of 10 reports have been produced. I show them here because they really have established a very strong knowledge base on which, in particular, the Global Biodiversity Framework that was just agreed upon in Montreal has been based. So we now no longer need to reopen every aspect of biodiversity because there is this knowledge base which has been approved by decision makers based on the science produced by the community. So it started in 2016 with a report on pollinators and food production, another one on scenarios and models. Then in 2018, there were 4 regional assessments and a land degradation and restoration assessment. In 2019 came out the landmark report of IPBES, the global assessment of biodiversity and ecosystem services, and just last year's 2 additional reports, one on the valuation of biodiversity, focusing on methods, and another one on the sustainable use of biodiversity. And this year, a new report comes out on invasive alien species and their control. So I'll say a little bit about biodiversity and the contributions that it provides to people, coming mostly from the conclusions from the global assessment of IPBES. So when it came out in 2019, one of the overall conclusions of the assessment was that nature is being deteriorated at a rate and scale that is unprecedented in human history. Many numbers were given. There were 15,000 scientific publications as well as indigenous knowledge that were analyzed. So you see here, 3/4 of the land has been significantly altered. Only 3% of the area of the ocean can still be considered as indemn of human activities, and we've lost more than 3/4 of our wetlands. And one number really struck the conscience around the world. That was this number that 1 million species of plants and animals out of an estimated total of about 8 million are threatened with extinction. The report also talked a lot about the contributions that nature can bring to people. It distinguished 3 broad sectors of types of contributions and 18 such categories. Overall, the conclusion was that over the past 50 years, 14 out of the 18 categories of contributions have been declining. That includes all of what IPBES refers to as the regulating contributions, which you see here. This is the capacity of ecosystems to pollinate our crops, for example, or to regulate the quality of the air,
the quality of our climate, such as by withdrawing climate from the air through the activities of plant, or the regulation of the freshwater quality and quantity. So all of these regulating contributions have been showing negative trends over the past 50 years. Similarly, all of what IBES calls the non-material contributions have also been declining. Those are the ones on top here. Those are sometimes a little bit more difficult to quantify and to apprehend, but everyone understands what those are. It relates to the types of physical or psychological experiences that people have in nature, the sense of belonging, of identity that nature can provide, and also the capacity of nature to provide options, the maintenance of options for the future. The only contributions that have been increasing are the material contributions, the production of food, of energy, of materials, of medicine in some cases. And so those material contributions have been obtained at the expense of all of these other categories over the past 50 years. So what to do about this? So the global assessment ranked the direct causes per order of importance and concluded that on land, the first direct cause for the loss of biodiversity is land use change, meaning everything that degrade the environment, such as deforestation, typically for cultivation or for urbanization. The second most important direct cause on land, and the first one in the ocean, is the overexploitation of organisms, so overfishing. The third one is climate change. It is gaining in importance. The fourth direct cause is pollution, including from agriculture, with the overuse of fertilizers and pesticides. And the fifth cause is invasive alien species. And in order to address these direct causes, of course, we have to come to what humans are doing, the decisions they take, the consumption choices they make, the lifestyles they have, the values they hold, and the behaviors anchored in those values. All of these are the underlying causes, and those are the causes and the drivers that need to be better understood and studied in order to shift these behaviors, these values, and to then have an impact on the direct causes and ultimately on biodiversity. So what type of actions can be taken? Well, the first one really is to protect what has not yet been or not fully been deteriorated yet. And that is why it is so crucial to protect 30% of land and sea, as was decided as part of the new global biodiversity framework in Montreal at COP15. And I'm glad that that was mentioned by Adele in the context of the national discussions in Switzerland. It really shows how important these international frameworks are to also drive national priorities and give strength at the national and regional level. Of course, that is in itself a huge challenge. It poses all kinds of intriguing and complicated questions. It needs to be done well in areas that are ecologically representative. They need to be effectively managed. That's hugely challenging, especially in developing countries where there is not enough resources, but also not enough know-how, expertise, agencies to do so on the ground. And these protected areas need to be well connected so as to allow species of plants and animals to migrate, those who can. And in the context of climate change, with building these corridors. So that's for the protection, of course. That is key, but it is not enough, and we need to do better on the 70% remaining of the planet, right? And that is why biodiversity needs to not only be considered by the ministries of the environment in terms of protection,
but it also needs to be considered by every other economic sector of society, which really needs to integrate biodiversity in their portfolio of activities. And that's really key. So in other words, biodiversity should no longer be only the preoccupation of the ministries of environment, and everyone else, Ministry of Agriculture, Ministry of Economy, etc., can continue business as usual because nothing will be solved. So biodiversity has to be tackled by everyone, by every sector of the economy. And if there is something, I think, to retain from what I will have said today, that's probably that. So I'll dwell a little bit upon this, and of course, one of the key sectors that needs to be transformed, we know that, right? It's agriculture, it's fisheries, in food systems. We need food, it's extremely important, but it also needs to be transformed because in many places it is not sustainable. We know how to do that. It is about promoting agroecological practices, reducing the use of pesticides, fertilizers, protect pollinators, better conserve the biodiversity which is in the soil, which is so key to fertile soils. It is about rebuilding overfished stocks, reducing harmful subsidies, promoting healthier diets. I've seen the cartoon in the introduction. So more plant-based diet, less meat and fish. No one is talking about stopping all of that, just be more reasonable, go for local products, seasonal products, reducing food waste, and also empowering citizens, informing them so that they also become better actors, and that in particular is about improving food market transparency. So I will not take all of the economic sectors, but I have a slide here on also transforming economic and financial systems. That is actually happening, and at COP15, there was really a huge presence of the financial sector for the first time, starting to discuss instruments to really do better in terms of big investments, such as constructing zero deforestation portfolios. Many other ideas are floating around and actually already being implemented, such as some of the others that are on the slide here. I'll say a little bit about now biodiversity and climate change and how these two crises are interconnected in the context of our discussion today. So a couple of years ago, IBES started to work with its colleagues from IPCC. It was not a full-fledged assessment. It was just a workshop report, like a first product, not one that is approved by governments, but some first highlights of the key interactions between biodiversity and climate change. So 3 slides on that. The first one, of course, the first part of this interaction is perhaps the one that is the best known, which is that climate change is already strongly modifying biodiversity and the contributions that it provides to people. It's very well documented. There are many examples of this, of species moving towards the pole, moving up in altitude when they can. If they cannot, you can have phenomenon of local extinctions. Many have been already documented and signaled. A second aspect of this is that everything that contributes to protecting, to restoring, or to sustainably managing biodiversity is also good to mitigate and to adapt to climate change. These are the so-called nature-based solutions. So sustainable agricultural practices, such as reducing the use of fertilizers, for example, has the potential to lower greenhouse gas emissions even more, as well as reducing deforestation or improving forest management, which has the capacity
to increase the carbon sink of forests. So there are ways that are known for the biodiversity loss and the climate change crisis to be addressed together. There are, however, situations which need to be flagged as being very preoccupying. And this is some climate mitigation and adaptation measures that can have negative impacts on biodiversity. They really need to be brought much more to the forefront, particularly in the context of the Climate Change Convention, which does not have enough of a biodiversity work program and preoccupation in its work. So the massive deployment of bioenergy crops, I insist on massive, it's a question of scale, competes for land with natural ecosystems and threatens biodiversity. Bioenergy represents a huge potential for money now, and so what you start seeing is natural ecosystems being degraded to make space for bioenergy crops. And another point is the large-scale planting of trees. Against the scale matters here because it's a big thing now to plant trees to compensate for carbon when people fly or when they buy a t-shirt or when they do all kinds of things. People will be planting trees for them to compensate for the carbon that has been spent. And here, that is also leading to all kinds of problems because often the trees that are planted are exotic. They are not done according to agroecological principles that leads to issues with pollution, local drought, sometimes also displacing indigenous people to make space for planting trees for those schemes. So that is something that needs to be flagged. And so in conclusion then, the key point here is that these two crises need to really be addressed together, thought through together in order to not create a problem with one crisis by trying to solve the other one. I'll speed up a little bit. I'd like to say a couple of words on the ties between biodiversity and health. This is also a short report that IBES did during the pandemic here, and the important aspect of it was that it really, the report was giving another dimension to the story of pandemics, which was until then really strictly thought through in terms of the medical aspects. Once the disease is upon people, how do you solve it medically, which of course is key and continues to be done. But in addition to that, it provided an ecological context. Where do diseases originate from? How come do they do that? And could it be prevented? And so it explained how pandemics emerge from microbes found in nature, mostly in animals, mostly in biodiversity-rich areas, typically in the tropics. They spill over from infected animals to people because of human-driven activities, typically large end-use projects such as deforestation projects in the tropics. There are many viruses out there, including quite a large proportion, as you see, that can potentially infect us. We could escape this era of pandemics, but that would require a shift in what we do from purely reaction to complementing the reaction with a prevention. We could act on the drivers of the emergence, which are deforestation and wildlife trade, by installing monitoring systems to detect hotspots of emergence. And we could embrace more this One Health approach, which will be discussed this afternoon, by building bridges among communities. So it is here again about placing biodiversity at the heart, integrating it, this time with a health policy. I will just say really a quick word, I'm running out of time, about some work that IBES is doing now
We are currently addressing 3 new reports on 3 topics. One is this nexus assessment. We are looking at how to simultaneously reach the Sustainable Development Goals related to food, water, health, climate, energy, thanks to biodiversity and not at the expense of biodiversity. So scientists are really looking at all of these interlinkages. We are looking at transformative change, so all of these underlying drivers, and we are looking at business and biodiversity, at all of the indicators for different sectors of our economy, and to really better equip, in particular, the private sector for doing better in terms of biodiversity. I'd just like to flag that there is currently a review. That's the first external review of the Nexus assessment, the chapters. It's open for review. Anyone here can go on the IBES website until the 19th of February, 19. Register, you can get one of the chapters, and then you can become an external reviewer and provide some comments if you think that some issues have not been tackled properly, that it's not policy relevant enough, that it's missing some important reference. You can make all of these comments right now as part of the external peer review. So that brings me to my conclusion, really. Now, my conclusion is that we have a new global biodiversity framework. It was approved in Montreal. It was quite a process. I was with some of our colleagues here in the room, but fundamentally, I think that it's a strong framework. It's quantified, it's ambitious. In principle, it is funded, so it is solid here. But what will matter, as always, even though we will have a lot of good science, right? It, as always, is the political will to make a difference. So it is really crucial to preserve biodiversity as a way to help address some of our most pressing crises. I think that I have tried to demonstrate that, and all we can hope now is that being equipped with this strong framework, there will be the political will and all of the financial means to make a reality out of it. Thank you. Merci beaucoup. Anne-Laure Gaudry. Première question à Adèle. La thèse selon laquelle, en temps de crise, on use et abuse des crises pour se débarrasser de ce qu'on n'aime pas et pour promouvoir ses propres intérêts, elle semble quand même vraie quand je t'ai entendu. Mais la question suivante, ces attaques contre la biodiversité, tu penses que c'est vraiment seulement du calcul ou est-ce qu'il y a aussi certains acteurs dans le milieu politique qui sont simplement un peu dépassés? J'ai l'image de Chaplin dans la tête. Est-ce qu'il y a les deux aussi? Merci. Oui, effectivement, je pense qu'il y a les deux. La difficulté qu'on a avec la biodiversité, c'est que c'est un thème où on est encore quasiment dans la préhistoire en termes de compréhension auprès des acteurs politiques, tant de son fonctionnement que de son importance. Et puis, je dirais, il y a une complexité, ça devient extrêmement difficile pour nous politiciens comme pour tout le monde de gérer cette multiplicité de crises et puis en fait, de trouver non pas des contradictions mais des synergies dans les solutions à apporter à ces différentes crises. Donc je pense que c'est effectivement pas... on peut avoir une vision assez cynique de la politique, ça m'arrive dans mes mauvais moments de l'avoir aussi. mais je pense qu'en toute sincérité, il n'y a pas que des intérêts, il y a aussi une forme, on se sent très démunis finalement face à ces crises. Et la biodiversité, c'est vraiment un domaine où on a encore beaucoup besoin de formation et d'information pour que les décideurs puissent comprendre comment ça fonctionne, comprendre l'importance de la biodiversité, comprendre cette intégration. C'est très important ce que vous avez dit, de l'intégrer dans tous les secteurs économiques, donc voir comment est-ce qu'on peut tenir compte de la biodiversité dans les différents secteurs économiques. Et puis surtout, encore peut-être le plus important de tout, comprendre en quoi la biodiversité nous sert.
parce que c'est quand même... Je suis venue une fois déjà à cette manifestation et j'avais parlé plutôt en tant que philosophe de anthropocentrisme, écocentrisme. La difficulté avec la biodiversité, c'est que c'est surtout quelque chose qui sert, enfin, en tout cas dans l'esprit encore de beaucoup de personnes, qui sert principalement la nature et qui doit être protégée pour elle-même. Alors c'est vrai. Moi, j'y crois profondément et à titre personnel, ça me suffit pour m'engager pour la biodiversité, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense qu'on a besoin de trouver des accroches pour que la valeur de la biodiversité puisse se greffer sur d'autres types de perspectives anthropocentriques. La santé, c'est une très bonne possibilité. Si on prend l'exemple de l'agriculture dont on va parler tout à l'heure, là, c'est typiquement un domaine où en fait, les agriculteurs devraient être les premiers lobbyistes de la biodiversité, mais la plupart d'entre eux ne le sont pas ou pas complètement. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Oui, c'est très important. Merci pour l'honnêteté aussi de dire, oui, on est aussi confronté à une complexité, ça nous dépasse parfois. Ça m'amène aux prochaines questions. Par exemple, le risque tel que la pénurie d'électricité en hiver, c'est pas nouveau, on le connaît depuis longtemps, non? Pourquoi qu'on a attendu si longtemps avec des mesures et maintenant on fait vite, unilatéral, etc. Autrement dit, comment parvenir à une politique qui en général détecte un peu plus tôt les crises potentielles et les évite par des mesures adéquates. Et deuxième question, comment arriver à une politique qui tient compte des effets secondaires non souhaités, des mesures qu'on prend, peut-être de gestion qui ne résout pas un problème en déplacement vers d'autres domaines. Oui, j'aimerais beaucoup avoir les réponses à ces questions, ce serait vraiment magnifique. Oui, c'est clair que la politique, c'est un milieu où on est très réactif pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on est tout le temps un petit peu dépassé. Je pense qu'en tout cas en Suisse, la politique de milice pourrait être améliorée. On est tous, je ne suis pas sûre qu'ils le fassent beaucoup mieux ailleurs, mais enfin c'est peut-être, si je peux chercher une petite particularité de la Suisse où il y aurait une marge de manœuvre, c'est vrai qu'être des politiciens de milice quand on travaille au niveau fédéral et qu'on a de telles responsabilités, ça devient un peu ridicule, franchement, par moment. De se dire qu'on consacre pas tout, on n'est pas censé consacrer tout notre temps à ces problèmes auxquels on fait face, ça devient un peu ridicule. On manque vraiment de ressources en termes de temps, de compétences, d'énergie pour pouvoir se documenter et affronter tous ces problèmes. Ensuite, je pense aussi qu'il y a une inertie qui est liée au fait qu'il y a aussi beaucoup de lobby à Berne. Ceci étant aussi lié avec la politique de milice, on fonctionne encore beaucoup en lien avec des défenses d'intérêts. Et puis, alors, particulièrement pour la biodiversité, c'est très grave parce qu'on n'a pas encore réussi à constituer des lobbies de la biodiversité qui soient autres que les scientifiques de la nature et puis les écologistes de base. Hein. C'est vraiment ce manque aussi de lobby qui permettrait de tenir compte de ces enjeux plus tôt. Et puis après, moi, je trouve qu'il y a aussi une remise en question pour moi, mais là, je n'ai vraiment pas les réponses, sur la difficulté qu'on a à faire passer assez tôt les messages de la science. On a vu ça typiquement avec le climat, la lenteur, le temps qu'il a fallu, depuis le moment où les scientifiques ont dit il y a un problème, jusqu'à ce que ce problème soit dans la tête de tout le monde. Puis après, une fois que ça c'est fait, c'est quasiment fait maintenant, je pense, pour le climat, jusqu'à ce qu'on prenne les mesures. C'est tellement en décalage avec les nécessités. Et pour la biodiversité, là, encore une fois, on est à la préhistoire. Et si on pouvait essayer de tirer les leçons de ce qui n'a pas bien fonctionné dans cette communication scientifique et dans cette cette acceptation de la communication des scientifiques, parce que loin de moi l'idée de dire que c'est de la faute des scientifiques, c'est un système, la responsabilité est partagée. Si on pouvait essayer d'avoir des leçons de ce qui s'est passé avec le climat pour faire plus vite avec la biodiversité, ce serait hautement nécessaire. D'accord. Oui, ce qui me mène à une question à Anne-Laure Gaudry. Vous êtes en contact avec beaucoup de gouvernements, non? Vous les conseillez. Quel est le degré de sensibilisation des gouvernements et des parlements nationaux et internationaux en conséquence de la perte de la biodiversité et des contributions de la nature à l'homme? Et c'est pris au sérieux
Parce qu'on a vu, voilà, c'est complexe, on a des difficultés en Suisse, où est-ce que le sujet il est toujours traité de façon où il s'agit de la protection de quelques espèces. Est-ce qu'on a vraiment pris au sérieux ce concept Nature Contributions to People dans les autres gouvernements? Alors, donc celui-là marche mieux. En fait, les gouvernements, la question n'est pas, le gouvernement n'est pas une entité monolithique, je dirais. C'est-à-dire que ça dépend. Vous me demandez, est-ce que les gouvernements ont pris ont conscience du problème? Certaines parties du gouvernement, oui. En particulier tout ce qui est lié au ministère de l'Environnement, évidemment, ils sont vraiment en première ligne. Par contre, la partie du gouvernement qu'on aimerait être un petit peu plus partie prenante, c'est en particulier les ministères de l'Agriculture, en particulier, qui ont vraiment beaucoup de cartes à jouer et des clés pour résoudre beaucoup de ces questions. Et dans certains pays, ce sont encore les ministères qui sont les plus difficiles à faire venir à la table des discussions. On a vraiment aussi l'impression qu'il y a beaucoup de lobbies qui sont liés à l'agriculture au sein de la biodiversité. Je pense que vous le saviez mieux que moi. Donc, ça dépend vraiment de qui on parle, à qui on parle au niveau des gouvernements. Ce qui rejoint, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour vraiment arriver à avoir un impact beaucoup plus important actuellement pour vraiment mettre en œuvre ce nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Il faut arriver vraiment, je dirais, à pas vraiment sortir la biodiversité du ministère de l'Environnement, parce qu'il faut encore évidemment que le ministère de l'Environnement soit là en première ligne, mais il faut arriver à ce que ce soit une préoccupation au même niveau dans tous les autres ministères. Et donc pour cela, il faut arriver à ce que ces autres parties du gouvernement soient également partie prenante. Et je pense qu'on n'en est pas encore du tout là, en tous les cas, dans beaucoup de pays. D'accord, merci beaucoup. Matthias, wir haben eine These, Biodiversität ist Teil der Lösung. Gibt es in der Geschichte auch Erkenntnisse, die zeigen, dass Natur- und Landschaftsschutz dazu beigetragen hat, andere Krisen zu lösen? Oder wie könnte sich heute deiner Meinung nach Biodiversität als Lösung präsentieren? Wie sollte sie? Nun, ich glaube, wir haben noch vor gar nicht langer Zeit erfahren, dass beispielsweise erholsame Landschaften ein Beitrag zu einer Krisenbewältigung sein können, indem wir nämlich während Corona sehr froh waren, dass wir es draußen erholsam fanden und uns entspannen können. Und ich denke, vielleicht müsste man von der Vorstellung, nun die Krise könnte eine Chance für die Natur sein, ein bisschen loskommen und sagen, nein, umgekehrt, die Natur kann eine Chance sein, dass man eine Krise besser bewältigen kann. Und eben Corona und Kulturlandschaft, finde ich, ist ein Beispiel in diese Richtung. Und das ist, denke ich, auch eine Nachricht, die man durchaus platzieren kann, wenn man jetzt noch eben die verbleibenden unberührten Landschaften zupflastern will, muss man sagen, nein, die braucht man in einer anderen Krise vielleicht, die haben andere Werte und jetzt eben dieses monokrisenmäßige Argumentieren mit einfachen Lösungen, dass man sich dort durchaus wehrt, auch wenn es vielleicht eben dann in der akuten Krise nicht unbedingt attraktiv. Man kommt in diese Verhindererposition, aber das ist eine nichtsdestotrotz wertvolle Aufgabe, die man dort hat. Und daneben eben dieses langfristige, wir setzen uns für die Grundlage des Lebens, des Überlebens, der Lebendigkeit ein und für die Vielfalt auf allen Ebenen. Dass das nicht einfach zu transportieren ist, gewisse Ministerien dann vielleicht eben auch nicht gleichermaßen empfänglich sind, weil andere, auch wirtschaftliche, machtpolitische Konstellationen dort andere Meinungen vertreten, ist klar. Aber ich glaube, dort hat man durchaus eine machtvolle und kraftvolle Message, die man ja immer und immer wieder bringen muss. Danke vielmals. Sascha und Daniel, was haben wir für Fragen aus dem Publikum, die hochgerätet sind? Es gab zuerst so eine Gruppe von Fragen um den Ausbau von Solaranlagen, PV, in Siedlungs- und Industriegebieten. Also wie muss das gefördert werden? Wie kann das beschleunigt werden? Was sind die großen Hindernisse?
Ja, gut, das ist jetzt gefragt worden. Also, das ist jetzt gefragt worden. Donnons la question peut-être à Adèle. Tu as compris, hein? Donc, comment on peut encourager la construction de panneaux solaires sur les infrastructures? Oui, c'est exactement. ça, et pas sur le sol en zone de montagne. Alors, il y a justement je suis passée un petit peu vite tout à l'heure dessus, mais il y a dans les évolutions des bases légales actuelles des mesures qui vont dans ce sens. Initialement, dans le paquet solaire urgent, on avait négocié aux États, donc les écologistes, on avait négocié que dans ce paquet, il devait y avoir une obligation pour tous les nouveaux bâtiments d'avoir des installations solaires. Puis malheureusement, le Conseil national, c'est pas toujours le Conseil des États qui est le plus conservateur. Des fois, tout d'un coup, c'est le Conseil national qui affaiblit une disposition écologique. Mais cette fois-ci, le Conseil national a affaibli, a dit c'est seulement pour les bâtiments de plus de 300 mètres carrés au sol. Hein. Donc, ce qui élimine la grande majorité des nouveaux bâtiments. Mais donc ça c'est maintenant en vigueur. Il y a aussi cette obligation d'équiper les infrastructures de la Confédération d'ici à 2030. Alors ça, par contre, c'est pas mal parce que il y a beaucoup d'infrastructures qui appartiennent à la Confédération qui peuvent être équipées et avec un délai jusqu'à 2030. En principe, ça devrait aller assez vite. Donc là, il va y avoir des progrès. La difficulté, en fait, qu'on a, si vous me demandiez quels sont les obstacles, l'argument qu'on nous a toujours évoqué, donc ça fait longtemps que les écologistes et leurs alliés déposent des interventions qui disent chaque nouveau bâtiment devrait avoir des panneaux solaires, puis ceux qui existent déjà aussi, une obligation d'assainissement en fait pour les bâtiments qui existent déjà, en fait, avec un délai. Enfin, il y a eu toutes sortes de propositions. À chaque fois, on nous dit c'est trop contraignant. Il y a les milieux de l'immobilier qui ont peur que ce soit trop contraignant. Et en fait, on n'arrive pas. Et paradoxalement, les milieux des propriétaires, donc il y a une grosse association dont j'ai oublié le nom maintenant, mais des propriétaires d'immeubles et de maisons, ils s'opposent toujours systématiquement à ce genre de mesures, même si on dit on met des subventions avec. Donc on a en fait un lobby des propriétaires qui est extrêmement conservateur et, à mon avis, qui n'est pas représentatif des propriétaires, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de propriétaires trouvent super qu'il y ait des subventions, souhaitent isoler leur maison, souhaitent installer des panneaux solaires, et en fait, sont demande de mesures, pour autant qu'il y ait des soutiens, bien sûr, parce que si on vous oblige à faire quelque chose puis que vous n'avez pas les moyens de le faire, ça ne fonctionne pas. Mais donc, il y a vraiment une volonté. Et donc, je dirais, le lobby des propriétaires dysfonctionne et, à mon avis, ne représente pas la globalité des volontés des propriétaires aujourd'hui. Ils jouent un rôle extrêmement négatif. Je peux vous dire, on les a reçus en commission parce qu'on fait des hearings pour ce qui concerne la nouvelle révision de la loi sur le CO2. Je peux vous dire, moi, je devais vraiment me pincer pour me dire que ce n'était pas un mauvais rêve quand je les ai entendus dire justement que les propriétaires de maisons ne veulent pas plus de subventions pour l'assainissement énergétique du bâti et notamment pour les changements de chauffage. C'est tout à fait surréaliste. Gut, merci beaucoup, Adèle. Also, wir haben gesehen, in diesen Solaroffensive gibt es auch gewisse Sachen, Gebäude über 300 Quadratmeter müssen obligatorisch PV verbauen. Wir haben es gesagt, heute Morgen auch die Bundesbauten bis 2030, aber wir haben eben einen Hauseigentümerverband, der eine starke Pressure Group ist. Merci beaucoup. Andere Fragen? Ja, also es hat zwei Fragen, die sind wirklich, die sind besonders gut bewertet worden von anderen Leuten und ich stelle sie gleich beide zusammen, obwohl sie ein bisschen unterschiedlich sind. Die erste ist, der Naturschutz hat ein konservatives und verhinderndes Image. Was ist zu tun, damit er fortschrittlicher auftritt und Lösungen für die Biodiversität mehrheitsfähig sind? Das war die erste Frage. Also wie kann Naturschutz fortschrittlicher auftreten? Und die zweite Frage, geht es wirklich so um das Systemische? Sollten wir primär die Integration von Biodiversität in bestehende Wirtschaftssektoren anstreben oder braucht es vielmehr eine Transformation des kapitalistischen Systems? Gut, alors, je propose, wie kann man das Verhinderer-Image etwas anders gestalten?
Vielleicht kann Matthias dazu etwas sagen. Ja, weil du hast das nämlich in deinem Beitrag angetan. Et puis, la deuxième question, c'était est-ce qu'il faut vraiment intégrer la notion de la biodiversité dans les secteurs économiques ou est-ce qu'il faut changer le système capitaliste? Peut-être Anne Larigauderie peut dire quelque chose là-dessus. Voilà, Matthias. Ja, das sind lässige Fragen. Also das Verhinderer-Image, gerade vorhin wollte ich sagen, das Verhinderer-Image ist in gewissen Phasen eine hehre Aufgabe. Und jemand muss das machen, weil sonst kommen eben diese flächendeckend einfachste Lösungen zur Anwendung und das ist ganz sicher lebensfeindlich, um es mal so zu sagen. Ein bisschen krass. Und andererseits ist halt die Gefahr, dass man dann so einen leicht verbitterten Anstrich kriegt und gegen den muss man sich persönlich zur Wehr setzen und sagen, ja nein, man kann sich eben nicht mit einer verbitterten Miene für die Lebendigkeit einsetzen, oder? Das ist ein bisschen schwierig, sondern man muss schon diese Lebendigkeit, für die man sich einsetzt, selber auch dafür stehen. Und wir sehen ja auch, dass gerade kürzlich war im Magazin des Nationalfonds eine spannende Serie von Porträts, wie Politikerinnen und Politiker gesagt hat, in welchen Momenten wurden sie von wissenschaftlichen Erkenntnissen berührt und konnten ihre Meinung ändern. Und da ist die persönliche Begegnung ein wichtiges Element. Das andere wichtige Element waren Bilder. Oder, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, eindrückliche Bilder. Und ich denke, wenn man die Werte, für die man sich einsetzt, in diesen beiden Kanälen, eben der persönlichen Begegnung und den Bildern, der Bildsprache, wir kommen am Nachmittag ja noch auf dieses Thema, ich glaube, das sind dann positiv besetztere Kanäle und Mittel der Kommunikation und die in Parallel zu diesem Verhinderer Schiene, die man halt einfach auch liefern muss. Ich glaube, man muss beides machen und dort kommt man dann hoffentlich zu einem auch kompletteren und dem Thema angemessenen Image in dieser ganzen Diskussion. Aber ich kann auch völlig nachvollziehen, wenn man gewisse Aspekte der Frustration und vielleicht der Verbitterung halt auch fühlt und die auch zu denen stehen muss. Aber im Prinzip wissen wir, setzen uns für etwas positiv Besetztes ein und diese Stimmung auch mit in diese Diskussionen tragen zu versuchen. Danke. Du hast es gesagt, wir werden das Ganze am Nachmittag, zweitletzter Beitrag, noch etwas vertiefen, dieses Thema. Anne Larigauderie. Changement fondamental ou intégré dans le système qui existe. Alors, déjà, je ne suis pas venue en Suisse pour prôner la révolution, mais sinon, un petit peu les deux, c'est-à-dire on parle de changements incrémentaux, si on peut dire ça en français, mais également de changements transformateurs, et en particulier au sein de l'IBES, mais de manière plus générale, on parle beaucoup des questions de valeur aussi à la base de tous ces problèmes de biodiversité. On parle d'aller vers des sociétés qui sont plus équitables, qui sont plus justes, où les pays du Nord acceptent de réduire leur consommation, de partager davantage les ressources, d'aider davantage les pays du Sud, puisque après tout, pour la biodiversité, c'est un petit peu différent du climat, mais l'essentiel de la biodiversité, elle est quand même malgré tout dans les pays du Sud. Ce sont eux qui ont réussi à conserver la plus grande partie de leur biodiversité. Les grands carnivores, il n'y en a pratiquement plus en Europe. Le peu qu'il y a, on les élimine. Enfin, je ne sais pas si vous avez ici un problème avec les ours, les loups peut-être. En France, il faut mieux pas prononcer le mot de loup parce que il y en avait 2 ours, mais c'était trop pour le pays, alors on ne les a plus maintenant. Et donc voilà, après il faut savoir vers quoi on veut aller, mais disons qu'il y a des questions de valeur, des questions du type de nature qu'on veut, et puis aussi des questions de justice et d'équité sociale, et en particulier pour aider ceux qui ont réussi à maintenir leur biodiversité, qui ont maintenant le double défi d'avoir à la fois à se développer et puis eux à ne pas détruire leur biodiversité comme le demandent instamment les pays du Nord. Donc ce sont vraiment des questions qui ne sont pas juste des questions qui sont liées
uniquement à la nature et aux questions biophysiques, mais vraiment des questions de choix sociaux avec des dimensions sociales et économiques et culturelles qui sont vraiment, vraiment profondes.